J'ai eu la chance de recevoir Sébastien Coubard, un investisseur aguerri, un entrepreneur, un stock picker, et ça a été une interview vraiment très riche en enseignements. Vous allez découvrir donc sa stratégie d'investissement en stock picking et ses actions à dividendes, sa stratégie ETF, son approche des ETF, pourquoi avoir une stratégie ETF et une stratégie dividende. On reviendra aussi sur la petite guerre qu'il y a eu entre nous, dividende versus ETF, mais c'est pas tout, on a aussi abordé le YouTube Game Finance francophone, ce qu'il en pense, les crypto-monnaies, donc son avis dessus, le fameux Coubard Secret, donc son secret d'investissement pour être un investisseur gagnant. Il m'a d'ailleurs retourné la question, donc vous aurez droit aussi au Louvette Secret, donc mon secret à moi. Vous verrez aussi comment il se prémunit des biais cognitifs pour être un meilleur investisseur, ses objectifs à long terme avec l'investissement et l'impact de la paternité sur sa manière d'investir. Oui, il est devenu papa. On parlera aussi des marchés efficients, de la surperformance de la gestion passive sur la gestion active. Donc restez avec moi pour cette interview fascinante. J'ai adoré discuter avec lui. C'est une personne très intéressante, percutante, perspicace. Je vous laisse visionner ça tout de suite. Bonjour Sébastien. Salut Mathieu, Ravi de t'avoir sur cette chaîne. comment vas-tu? Très Merci bien, et de toi? m'inviter. Top. J'avais une première question pour toi. Je me suis rendu compte dans ma communauté, tu vois, qu'il y a à peu près 50% des gens qui investissent, 50% qui sont pas encore passés à l'action, soit parce que je pense qu'ils n'ont pas saisi en fait la puissance de l'investissement, soit qu'ils n'ont pas Mm. compris au contraire peut-être le coût d'opportunité, le coût de l'inaction s'ils font rien. Et moi, je voulais te demander donc comme première question, c'est qu'est-ce qui toi, quel a été pour toi le déclencheur? À quel moment tu t'es dit, ok, Sébastien, il faut que j'investisse. Je suis forcé de passer par là. Ça a été quoi le déclencheur pour toi? Alors ça a été un déclencheur où j'ai été beaucoup chanceux parce que ça a été une grosse somme d'argent que j'ai reçue avec un projet que j'avais fait aux alentours de 2016 et qui m'avait rapporté beaucoup d'argent et je me suis retrouvé avec pas mal d'argent, plusieurs centaines de milliers d'euros sur un compte bancaire et que j'ai commencé à dépenser en vivant le voyage, en achetant une voiture, en me mariant, etc. Puis tu te rends compte que ça fond vite en fait. L'argent, ça prend beaucoup de temps à faire, mais ça met c'est très rapide à disparaître. Et Ouais. donc, c'est à ce moment-là que j'ai pris conscience que, ok, dans 2, 3 ans, c'est terminé, et du coup, ça peut pas, et j'avais pas envie hors de question pour moi de retourner dans une case où je pars de zéro, où je dois tout refaire, etc. Donc, le déclencheur, on va dire, ça a été justement cette grosse somme d'argent que je voyais fondre. Et je me suis dit, non, c'est pas possible, il faut que je fasse quelque chose. Et c'est en cherchant, en posant des questions, en rencontrant des gens, en ayant des contacts avec des membres de ma famille, etc., que là, j'ai pris conscience que, ok, il fallait faire quelque chose qui s'appelle investir son argent. Et la première fois, ça a été de l'achat immobilier. Ok. Achat-moi en Ouais. premier. Ok. Ouais. Pourtant, quand on regarde un peu tes vidéos, des fois quand tu parles aussi d'immobilier, on se dit que Mhm. justement pour toi, c'est plutôt la bourse, le pilier d'investissement. L'immobilier, t'es un peu plus réticent parfois. Et finalement, tu as commencé par l'IMO en fait. En fait, je suis réticent parce que j'ai commencé par l'IMO et Ok. que c'était peut-être pas la meilleure chose à faire, étant donné que c'est pas l'investissement le plus facile à gérer, le plus facile à prendre et sur lequel rentrer, parce que dans l'IMO, on va, si je peux dire entre guillemets, il y a des secrets. C'est pas j'ai de l'argent, j'achète n'importe quel appart et voilà, c'est fait. Il y a des entre guillemets des secrets pour savoir bien acheter, savoir bien négocier, bien calculer ensuite la rentabilité qu'on peut avoir derrière, etc. Tout ça en sont des exercices que je n'ai pas fait parce que c'était une erreur, hein, parce que j'étais jeune et parce que justement moi dans ma tête je voulais investir, mais sans faire le travail qu'il y a derrière. Et du coup, alors je ne regrette pas, je ne regrette absolument pas rien de ce que j'ai fait. Mais si tu me dis si c'était à refaire, je réinvestirais pas dans l'immobilier, non. Et Ouais. c'est justement grâce à cet investissement qui, au final, était un peu bancal, m'a permis d'explorer les différents types d'investissements, etc. Et puis là, j'ai découvert la bourse. Et puis là, et c'est là où je me suis dit, ah non, en fait, bon, c'est pour ça que la bourse est devenue mon principal pilier actuellement sur lequel je me repose pour construire justement cette richesse sur long terme. Parce que après avoir exploré, après avoir fait, après avoir testé, etc., j'en suis arrivé à la conclusion que c'était la plus adaptée pour moi pour l'instant. Ok. Et du coup, justement, pourquoi la bourse? Pourquoi c'est la classe d'actifs la plus adaptée pour toi? Alors déjà, il y a énormément de côtés. Bon, déjà, il y a le côté flemmard.
ou c'est le fait Ouais. que tu peux gérer ça sur ton canapé, où que tu sois dans le monde, tu vois? Où que tu sois dans le monde, tu peux ouvrir un bilan comptable d'une boîte, tu peux un peu lire ce qui se passe, tu peux lire l'actualité, tu peux aller sur Google, tu peux voir ce qui se passe, les cours, des actions, enfin, ça tu et tu vends un truc sur ton téléphone ou sur ton ordi, où que tu sois dans le monde. Des choses qui, pour l'immobilier traditionnel sont pas faisables, en fait. Sont faisables si tu passes par des prestataires, bien sûr, qui s'occupent de tout, et cetera. Mais on va dire que pour l'instant, si on va rester sur de la gestion directe, l'immobilier, tu es obligé, c'est ton temps, c'est un boulot à temps plein où il faut t'occuper de tout, il faut tout suivre, il faut contacter, faut voir l'agence, faut voir les locataires, faut rénover, faut etc., etc. Il y a plein de choses à faire. Alors que dans la bourse, c'est pas qu'il y a moins de choses à faire, il y a tout autant d'analyses à faire, etc. Mais déjà, du côté de la flemme et du côté de ce qui est pratique, effectivement, la bourse, pour moi, remporte la manche haut la main parce que tu peux gérer ça où que tu sois dans le monde, et, tout seul, sans que tu aies des interlocuteurs qui vont te faire chier ou qui vont te causer du Ouais. stress, etc. Donc là, de ce côté-là, pour moi, la bourse, je préfère ça. Ensuite, je suis beaucoup plus passionné par le business que par de l'immobilier. C'est-à-dire que pour moi, m'intéresser à, on va dire, allez, Apple, qui est là, Apple, on va prendre une boîte qui est connue de tous. Ouais. Ça me passionne de m'intéresser au business d'Apple. Ça me passionne de lire les bilans d'Apple, de regarder les news d'Apple, de s'ils ont battu ou pas les estimations des analystes pour leur earnings ce trimestre, etc. Moi, ça me passionne en fait parce que je viens d'un background business et que je comprends en fait. C'est-à-dire que quand je vois marge opérationnelle, marge nette, le cash flow, la distribution du dividende, etc. Moi, je viens de cet univers-là et donc je comprends en fait ces chiffres. Et donc quand tu es passionné par ça et qu'en plus tu calques ça sur des produits tangibles de la vie réelle, c'est-à-dire quand je vois des mecs qui achètent des iPhones, qui achètent des Macs et que je vois ça se répercuter sur les bilans comptables, etc., que je lis, moi, ça m'éclate. Alors que sur l'immobilier, déjà, tu es très limité sur une chose qui est sur le bien. Il n'y a pas cette analyse globale d'une boîte avec plein de paramètres qui rentrent en compte, etc., avec cet impact qu'il y a mondialement. Donc, il n'y a pas le côté business. Un bien immobilier, Ouais. c'est pas un business, c'est pas une boîte comme peut l'être Total, etc. Et donc, moi, ça m'éclate d'analyser une boîte, alors que analyser un bien, et encore une fois, c'est ma vision personnelle, hein. Je dis pas que c'est une réalité, c'est juste la personnalité de chacun. Et moi, de ma personnalité, quand je vais voir un bien immobilier, bon, ça va pas trop m'éclater, quoi. Donc, deux éléments qui font que j'ai préféré la bourse. Et plus tard, au fil du temps et de l'expérience, j'en suis plus ou moins arrivé à la conclusion que le risque-rendement, temps-rendement slash rendement est plus intéressant du côté boursier que du côté immobilier. Alors oui, sur Ouais. l'immobilier, tu peux trouver des trucs, le coup du siècle qui va te rapporter, etc., en cash flow, etc. Je suis d'accord. Mais déjà, faut le trouver. Et ensuite, de manière générale, historiquement parlant, le rendement boursier va être plus intéressant que le rendement immobilier, sauf cas exceptionnel. Et point bonus, tu peux investir dans l'immobilier via la bourse, via les foncières. Tu peux dire, moi en immobilier, j'aimerais bien investir dans l'immobilier, sauf que je vais avoir un budget limité, j'ai peut-être un apport limité, j'ai peut-être pas d'apport, j'ai peut-être pas les connaissances requises nécessaires pour bien analyser. Je peux très bien faire confiance à quelqu'un qui est spécialisé dans ça, qui sont les foncières. En France, on a Gecina, on a Clépierre, on a Nexity. Aux États-Unis, on a Realty Income, WP Carré, pardon. Il y a plein de types de rates. Il y a les hospitalières, il y a tout ce qui est digitaux, etc. Et là, tu fais confiance en fait à une boîte, à un management, à une équipe qui a de l'expérience, des dizaines d'années d'expérience, qui a du budget, qui est diversifié, qui a accès à un capital, à du capital beaucoup moins cher que toi tu aurais accès, qui a un pouvoir de négociation avec les locataires, etc., beaucoup plus puissant que le tien, et qui a accès à des types de locataires beaucoup plus qualitatifs que toi. Toi, ton locataire, ça va être un mec lambda. Le locataire de Gecina, ça va être Louis Vuitton sur les Champs-Élysées. Donc Ouais. toi, t'as pas accès à ça. Tu peux faire confiance à une foncière qui va investir dans l'immobilier et toi, tu es là pour récupérer les fruits de cet investissement. Donc tout ça pour dire que voilà pourquoi aujourd'hui, à ce stade, je préfère la bourse que l'immobilier, sans pour autant me fermer la porte sur l'immobilier. Dans le sens Yes. diversification, c'est intéressant. Ok, ouais. Très clair. Ouais. Du coup, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui investissent dans l'immobilier
pour justement l'effet de levier. Le crédit bancaire, où tu vas lever des fonds, c'est les fonds de la banque et ça va te permettre d'investir et ça va vraiment te permettre d'accélérer les choses pour toi. Pourquoi, selon toi, on n'utilise pas l'effet de levier en bourse? Est-ce que ça serait une Tu bonne peux. pratique? Ouais. Est-ce que ça serait une bonne pratique? Pourquoi en général on le fait pas? Alors, tu peux le faire, mais c'est pas à la portée de n'importe qui dans le sens où ça c'est les marges, hein, c'est l'effet de levier où tu utilises les marges que les courtiers peuvent te mettre à disposition. Mais Ouais, mais c'est pas un truc que tu pourrais même avoir un crédit, par exemple, à la conso que tu utilises pour investir en ouais. bourse, quoi. Ouais, mais après tu peux le faire, mais c'est pas forcément quelque chose que je recommanderais à tout le monde. Parce que Ouais. quand tu débutes et que tu mets un effet de levier sur des actions et que tu comprends déjà pas trop comment ça fonctionne, genre t'as un levier de 10 sur une action qui fait moins 10%, t'as fait moins 100%, quoi. Enfin, C'est sûr, mais c'est dangereux dans le sens où si tu sais pas le faire, c'est dangereux, quoi. ce qui est paradoxal, c'est qu'en immobilier, on peut mettre du crédit dans les mains aussi d'un débutant. Et l'immobilier Oui, mais pourrait c'est moins aussi, parce que c'est moins liquide. Ouais, mais parce que c'est ouais, moins liquide, c'est moins visible. Sur l'immobilier, t'as ouais, pas un mec qui vient crier tous les jours le prix de ton bien, tu vois, où t'as peur de la moindre fluctuation. Là, c'est la bourse, c'est des trucs immédiats. C'est-à-dire que la bourse, ce qui est encore pire que le résultat du cours de la bourse, c'est ta réaction par rapport à ça. C'est ça en fait qui yes, favorise la plupart des pertes la plupart des pertes, c'est justement la réponse émotionnelle que tu as par rapport à un truc que tu vois. Ton truc fait moins 20%, t'as vendu, t'as enregistré ta perte alors que tu pouvais attendre peut-être que ça remontait un peu plus tard, tu vois. Donc, alors qu'en immobilier, t'as pas ça. En immobilier, t'es pas là tous les jours à vérifier le coût de ton bien et à paniquer. Déjà, paniquer et vendre en bourse, ça prend une seconde. En immobilier, ça prend des mois. Donc, ouais, le fait que t'as tu le as temps de réfléchir, ouais. ce blocage naturel fait que, bah, en fait, un débutant qui utilise de l'effet de levier a moins, bah, en fait, perd moins que s'il utilisait le même effet de levier sur une action boursière. C'est super intéressant ce que tu dis. C'est-à-dire qu'en fait, l'immobilier, comme c'est pas liquide, ben, ça peut pas jouer sur tes biais cognitifs et tu peux pas vendre dans la panique. Et donc, en fait, c'est notamment pour ça que on peut investir à crédit parce que les gens, on est à peu près sûr qu'ils vont quand même conserver leurs biens sur quelques mois au moins. Ils vont Ouais. pas vendre dans la panique. Super intéressant. Mais Et de en toute plus, façon, on même, va reparler des. je disais que, je voulais dire que dans l'immobilier, même si tu es débutant, il y a quand même certains garde-fous qui sont là pour te contrôler. Par exemple, le banquier, tu vois. Le banquier, il va quand même analyser le dossier et il va quand même prendre la décision de s'il te donne le crédit ou pas, tu vois. Donc, c'est Ouais. quand même le banquier ou l'agence qui va ensuite te conseiller pour le bien que tu vas acheter. C'est quand même deux garde-fous que même si tu es un débutant, vont plus ou moins t'aider. Un banquier peut très bien te dire non, tu fais une grosse connerie en achetant dans ce quartier, moi je t'accorde pas de prêt parce que c'est de la merde ce que tu fais. Donc il y a un certain garde-fou quand même. Alors qu'en bourse, il y a personne qui est là derrière ton épaule à te dire oui, non, fais pas ça, tu vois. Ouais, tu peux partir sur des actions hyper spéculatives et on te dira rien. Non, c'est sûr. Ouais, C'est super intéressant parce qu'en fait, c'est là qu'on se rend compte qu'un des plus gros risques en investissement, c'est le risque investisseur. C'est nos biais cognitifs, c'est absolument. notre propension à pas être de bons investisseurs de base. Et c'est là où il faut faire un travail pour devenir un bon investisseur et justement, mais ça, on en reparlera après de la finance comportementale Carrément. parce que c'est un Ouais. énorme sujet, c'est très vaste. Moi, je voulais juste rentrer un petit peu plus en profondeur dans tes stratégies avant. Notamment, tu as deux stratégies phares. Ta première stratégie, j'ai pris des notes, hein, j'ai pris un petit iPad ici. Tu as deux stratégies phares, le stock picking, un peu comme Hugo Ouais. Décrypte, tu vois. Le stock picking, donc quand tu sélectionnes tes actions, et notamment une stratégie dividende. Et puis, tu as Ouais. aussi une stratégie ETF. Je voudrais commencer Mhm. par la stratégie stock picking et la stratégie dividende. Du coup, Ouais. ma question, elle est assez simple, c'est pourquoi tu as choisi cette stratégie-là? La stratégie des dividendes? Ouais, En fait, c'est pas tout à fait vrai dans le sens où j'investis sur pas mal de choses en même temps. C'est-à-dire que j'ai peut-être commencé avec les dividendes, mais aujourd'hui, je suis pas que sur les dividendes. Tu l'as dit notamment, il y a les ETF, mais il y a aussi les actions à croissance, etc. Mais pourquoi je suis principalement sur les dividendes? Parce que je suis convaincu que c'est une excellente stratégie pour un certain type de personnes qui veulent des revenus passifs. Moi, ce qui m'intéresse toujours, j'ai besoin de temps par mois, je veux un truc qui me rapporte temps par mois, en revenu passif sur mon compte en banque sans que je fasse quoi que ce soit. Et j'ai trouvé que la stratégie à dividende était celle la plus adaptée pour ça, tout simplement. ok. Donc, c'est pas forcément une question d'actions qui vont être plus performantes que d'autres. C'est plus parce Mhm. que ça va répondre en fait à ton besoin.
c'est ça? tout en étant plus sûr qu'une autre stratégie. C'est-à-dire que les actions à dividendes sont en général pas forcément, alors même si historiquement tu peux trouver que les actions à dividendes sont en général les meilleures performeuses, par exemple du SP500, mais même au-delà de ça, c'était plus l'aspect revenu passif et stabilité. Dans le Ouais. sens où la boîte qui te verse un dividende, c'est en général, je dis bien en général, une boîte avec un business assez stable, assez sûr, qui a fait ses preuves et qui, en anglais, on va les appeler les blue chips, quoi. Oui, en général, c'est quand même une stratégie plus défensive, ouais. Ouais. Avec des entreprises plus C'est pas matures du et tout un plus. objectif de, c'est pas du tout un objectif de, je veux chercher l'alpha, je veux battre tous les indices Ouais. inimaginables. C'était pas ça, c'est pas ça du tout l'objectif de ma stratégie dividende. C'est plus un revenu récurrent, stable, en croissance pour que ça batte l'inflation tous les ans et c'est très bien. Yes, je vois très bien. Du coup, il y a une question qui brûle les lèvres, je pense, de beaucoup de personnes qui écoutent cette chaîne, parce que moi, j'ai déjà fait pas mal de vidéos déjà sur les dividendes. C'est qu'est-ce que tu penses du fait que les dividendes soient neutres pour les investisseurs, voire même négatifs pour ceux qui sont fiscalisés, par exemple, pour des Français? Alors là, c'est un débat, c'est un débat qui est. En fait, je pense qu'il n'y a pas débat. Parce que je pense que l'angle de les dividendes, c'est bien ou c'est pas bien, est un mauvais angle. La question, c'est pas les dividendes, c'est bien ou c'est pas bien. Alors oui, effectivement, d'un point de vue comptable, ça va être neutre parce que il est déduit du cours de l'action. Mais c'est plus sur la philosophie de pourquoi l'entreprise verse un dividende. Et du coup, parce qu'elle verse un dividende, ça m'intéresse d'investir dans cette boîte. Ok. Une boîte qui verse un dividende, bon déjà, je te pose la question, pourquoi pourquoi une boîte verse un dividende? C'est une question pour moi. Parce qu'elle pense que du coup, toi, tu vas être un meilleur investisseur avec son cash que elle-même. C'est une bonne réponse. C'est-à-dire qu'une boîte, elle a plusieurs options à faire avec son argent en fin d'année. Elle peut soit verser un dividende, soit le réinvestir dans son propre activité, soit racheter ses actions. Le rachat d'actions, en fonction de si elle juge que sa boîte, son cours, il est surévalué ou sous-évalué, elle peut le faire ou pas le faire. Ouais. Réinvestir, c'est pas forcément quelque chose de stratégiquement bien, parce qu'une boîte peut très bien réinvestir son cash et que ça foire. Et du coup, elle a mauvaisement utilisé son cash. Et d'ailleurs, historiquement, la plupart des boîtes qui ont décidé de ne pas verser de dividendes et de réinvestir le cash, en général se plantent. On est biaisé par la dernière période, notre génération est biaisée à cause des technologies, des boîtes technologiques, les Facebook, les Google, les Amazon qui ne versent pas de dividendes, mais qui ont su exceller dans la façon dont ils dépensaient leur argent. Mais quand tu regardes sur l'histoire de la bourse, les boîtes qui ne gardaient pas et qui réinvestissaient tout, se plantaient. Et donc, la meilleure décision était de verser un dividende. Les investisseurs décident de faire ce qu'ils veulent avec le cash. Et c'est une redistribution de bénéfices, tout simplement. Je préfère qu'une boîte va me verser un dividende et que c'est moi qui gère la façon dont je vais utiliser cet argent, même si je suis fiscalisé dessus, parce que je préfère gagner allez, disons qu'une boîte verse 10 euros de dividende, après impôt, je suis à 7 euros, donc je préfère gagner 7 euros que faire une confiance aveugle à la boîte qui va se planter et au final, son cours de bourse va se planter et du coup, j'aurais perdu en fait de l'argent. J'aurais fait une moins-value. Ouais. Donc la question pour moi, c'est est-ce que je préfère 7 euros après impôt ou une moins-value? Hmm. La Donc, question est vite ça peut répondue. être neutre, Ouais. ça peut être fiscalement désavantageux, mais au moins je suis sûr d'avoir gagné quelque chose. Yes. Est-ce que tu préfères être sûr d'avoir gagné 70% de quelque chose ou prendre le risque de gagner 100% ou perdre? C'est la question du risque de chacun, la version au risque de chacun. Très clair. Très clair. Tout à fait, je suis tout à fait aligné avec ça. D'ailleurs, c'est un des facteurs du modèle de Genfama et de French qui dit que historiquement, et lui, il a testé sur tout un tas de données. Les Ouais. entreprises qui investissent le plus sous-performent par rapport aux entreprises qui investissent le moins, qui réinvestissent le moins. Et justement, moi, il y a une question qui me vient là, du coup, c'est, tu disais aussi que tu avais une stratégie growth, donc de croissance. Ouais. Donc là, ça va être plutôt justement des entreprises qui investissent beaucoup et qui versent pas de cash flow à leurs actionnaires sous forme Yep. de rachat d'actions ou de dividendes. Du coup, pourquoi aussi avoir une stratégie growth? Parce que en bourse, en général, quand on parle en généralité. Voilà.
comme tu l'as dit, en général, les boîtes growth sous-performent. En général, les boîtes qui Yes. versent des dividendes surperforment. En général, la gestion passive bat la gestion active. Mais le en général, ça veut dire quoi? Ça veut dire que la plupart, mais ça veut dire que pas tous. Ça veut dire qu'il y a certaines choses où, bah non, tu peux tirer une épingle du jeu. Des mecs qui battent le marché, ça existe. C'est pas tout le monde, personne ne bat jamais le marché. C'est chaque année, il y a quelques personnes qui arrivent à battre le marché. Donc ça, c'est le problème de quand on dit en général. Donc le portefeuille à croissance, donc moi, ma stratégie de croissance, c'est justement sur une petite partie de mon patrimoine, c'est plus une façon c'est pas du jeu, mais c'est plus, voilà, je suis prêt à sacrifier quelques euros pour voir si j'arrive à battre le marché, pour voir si j'arrive à tirer des performances intéressantes. Et du coup, j'essaye de rechercher des entreprises à croissance qui, je pense, sont sur une bonne trajectoire. Ok, 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 Ouais. très clair. Tu essayes de dénicher des petites pépites. Et est-ce que c'est une bonne question? Je sais pas, mais est-ce que tu as su regarder si tu avais réussi à battre le marché? Ou est-ce que c'est trop court terme encore? Sur la croissance, sur le portefeuille à croissance. Ouais, sur la portefeuille croissance. Sur le portefeuille à croissance, évidemment que non, parce que alors j'ai commencé ça il y a à peu près 1 an et quelques, Ok, et donc 2022 a été catastrophique. Donc ouais, 2022 a été catastrophique pour la bourse en général, donc le SP500 avait fini à -20% et les actions croissance, c'était du -50, -60%. Donc l'année 2022 a été catastrophique, donc ça a été lancé au mauvais moment. Donc là, évidemment qu'il est absolument hors de question de parler de performance, ni même de battre le marché. Par contre, c'est toujours dans une optique long terme, c'est-à-dire que moi, je ne suis pas en train de faire du trading. J'investis dans des boîtes qui, je pense, auront un impact dans plusieurs années. Et c'est là où je pourrais voir si c'est intéressant ou pas. ok. Moi, je trouve que t'es vraiment, enfin, c'est très, comment dire, honorable de faire ce que tu fais dans le sens où tu montres en transparence, tu vois, sur les actions que tu investis et puis tu te compares au marché sans honte de dire que bah, des fois tu as sous-performé. Alors qu'il y a beaucoup de gens qui vont bah, faire du stock picking, qui vont cacher leur portefeuille dès qu'il y a une réussite, qui vont montrer leur réussite, mais qui vont mettre sous le tapis un peu les échecs. Donc déjà ça, je voulais dire bravo et ça c'est super bien de Ouais. lancer vraiment un espèce de mouvement de transparence aussi sur ça. Moi, je trouve ça vraiment très bien de ta part. J'avais une question Ouais. juste pour finir un peu sur le stock picking. Est-ce que tu peux nous détailler un petit peu ton processus de sélection d'actions? Est-ce que tu as un espèce d'entonnoir où tu vas mettre filtre après filtre et à la fin, il te restera que le nectar un peu sur lequel tu vas investir? Et juste Ouais. aussi, vas-y. Non, vas-y, continue. Non, et je voulais dire, du coup, et après ça, est-ce que ces filtres-là, en fait, c'est toi qui les as décidés ou est-ce que tu t'es inspiré Ok. d'études ou de backtest ou voilà, d'où ça vient tout ça? Ouais. Euh, alors, pour les dividendes, c'est relativement simple. Quand tu essaies de tabler une stratégie de dividendes, ce qui va t'intéresser le plus, ça va être ça va être la santé financière de la boîte. Et bien évidemment, l'historique du dividende. Donc, si tu veux commencer par l'historique, c'est voir depuis combien de temps la boîte verse un dividende, en partant du principe que plus la boîte le verse depuis longtemps, plus c'est censé continuer. Tu regardes ensuite la croissance de ce dividende. Est-ce que ce dividende, ok, ça fait longtemps qu'elle verse, mais est-ce qu'elle le coupe de temps en temps? Est-ce qu'elle le reste stable? Est-ce qu'elle l'augmente aussi? Donc moi aussi, ce qui va m'intéresser, c'est de voir un critère de croissance du dividende. Je cherche un truc avec des rendements. En fait, j'essaie d'avoir soit un haut rendement, pas trop élevé non plus, mais un haut rendement. Moi, quand je parle de haut rendement, c'est aux alentours des 4 à 5%, avec peu de croissance, qui va croître de 1 à 2% par an. Soit je vais aller regarder sur des boîtes qui versent un petit rendement, mais et elles le croissent très fortement au fil des ans. Ok, C'est-à-dire qu'on va voir Total, par exemple. Total, bon, je ne sais pas trop le rendement de Total, mais on va dire que le rendement de Total est de 6% aujourd'hui ou 5%. Sa croissance du dividende, il augmente de 1% par an. Alors que quand tu vas voir une boîte comme, j'en sais rien moi, Microsoft, qui a un rendement de 0, quelque chose pour cent, mais le dividende est augmenté de 10% par an, par exemple. L'avantage donc moi, c'est soit ça, c'est soit ça, soit ça. Et donc les deux mélangés, ça me donne un truc intéressant. Là, actuellement, sur mon portefeuille à dividendes, j'ai à peu près un rendement de 3,5% par an, mais les dividendes est augmenté de presque 10% par an. C'est-à-dire que là, moi, si j'arrête d'investir, la somme que je reçois tous les ans, si ça continue, bien évidemment, tout ça c'est théorique, c'est augmente de 10% par an. Donc, ce qui est plus élevé que l'inflation. Donc j'essaye de maintenir cet équilibre-là.
où j'ai un rendement intéressant et une croissance du dividende intéressante. Et Ok. la croissance du dividende est très intéressante, surtout quand tu es jeune, parce que c'est sur long terme que ça marche. Quand toi, tu achètes actuellement des actions avec des petits rendements, sur long terme, c'est comme ça que tu te retrouves dans 20, 30 ans à détenir l'action, et toi, ton rendement sur montant investi, il est genre de 30 ou 40%. C'est exactement ça que Warren Buffett a avec Coca-Cola. Hmm. Le rendement, là, actuellement, de Coca-Cola, il doit être de 2 et quelques pourcents. Mais le rendement de Warren Buffett sur Coca-Cola, il est de 15% par an. Parce qu'il a acheté l'action il y a bien longtemps quand elle était pas chère, et du coup, sur long terme, son rendement est exceptionnel. C'est-à-dire que là, les dividendes que reçoit Warren Buffett de Coca-Cola battent le marché. Juste les dividendes, son rendement par rapport à son montant son rendement sur montant investi. Yes. Donc déjà, il y a ce volet dividende où j'essaye de regarder, voilà, la croissance du dividende et le rendement. Puis ensuite, je regarde la santé financière de la boîte, parce qu'au final, le dividende, c'est pas de l'argent magique, il vient parce que la boîte arrive à exécuter et qu'elle est en bonne santé et qu'elle se met pas en danger pour verser le dividende. Parce que plein de boîtes versent le dividende, mais pas toutes se valent. Tu as des boîtes qui vont s'endetter pour verser un dividende. Ça, c'est très dangereux. Ah ouais, clairement. Donc, ce qui m'intéresse, ça va être regarder la santé financière, le free cash flow de la boîte, le ratio de distribution, c'est-à-dire par rapport aux bénéfices, quelle est la part du dividende par rapport aux bénéfices. Dans le cas d'Apple, par exemple, le ratio de distribution est de 15%. C'est-à-dire que le bénéfice par action d'Apple est de 6 dollars et elle verse un dividende de 1 dollar à peu près. Ouais. Donc ça nous donne à peu près 15%. Donc là, c'est un ratio de distribution très sain, par exemple. Donc il y a plein de petits critères comme ça où je vais regarder la santé financière de la boîte et comment elle évolue. Comment sont ses marges, par exemple. Est-ce que ces marges diminuent au fil du temps? Est-ce que ces marges sont stables ou est-ce que ces marges augmentent? Si ces marges sont stables et qu'elles sont augmentent, c'est-à-dire que la boîte a un moat, c'est-à-dire une douve de protection où elle arrive à protéger ses marges, où elle n'est pas susceptible à la concurrence. Apple, par exemple, a un très bon mode, ses marges sont stables. Pourtant, tous les jours, tu as un nouveau constructeur chinois qui arrive et qui crée des téléphones avec 26 caméras derrière. Tu vois. Donc, ça va être l'analyse du dividende et l'analyse sur la santé financière de la boîte. Dans le cas de croissance, donc évidemment, dividende, il n'y a pas. Santé financière, il n'y a souvent pas le cas, parce que quand tu vas regarder sur les petites small caps ou les boîtes qui démarrent et quoi, c'est en général, les fonds, c'est des levées de fonds, c'est de l'argent emprunté ou levé, etc. Donc, il n'y a pas vraiment de rentabilité. C'est peut-être des boîtes qui ne sont pas encore rentables, qui sont encore à perte. Donc, un peu comme les débuts d'Amazon, par exemple, tu vois. Donc, là, c'est une autre histoire. Là, tu vas regarder d'autres éléments. Tu vas regarder, par exemple, déjà, tu regardes le produit et la boîte. Est-ce que tu penses, d'un point de vue personnel, que c'est un truc qui va exploser ou pas, dans le sens où est-ce que tu penses que c'est un truc porteur. Donc là, il y a plus à analyser sur le storytelling, tu vois. Et tu as d'autres indicateurs qui sont pas la santé financière, mais plutôt la croissance de ces indicateurs. Ok, la boîte n'est pas rentable, mais quelle est la croissance de ses marges? Est-ce que elle est pas rentable, certes, mais est-ce que ses marges, l'année dernière, elle était à 10%, il y a 2 ans, c'était à 10%, l'année dernière, c'était à 15%, et aujourd'hui, c'est à 20%. Donc, tu peux estimer que, ok, si ça maintient ce taux de croissance, la boîte sera rentable en 2027, par exemple. Donc, sur les small caps ou les actions à croissance, tu vas plus regarder le storytelling autour de la boîte. Tu vas vraiment te concentrer sur les fondateurs, etc. Alors que dans les grosses boîtes à dividendes, genre 3M, Total, etc., tu t'en fous un peu de qui est le PDG, tu vois. Alors que les small caps et les petites boîtes, ce qui porte le projet, c'est vraiment le PDG, tu vois. C'est vraiment qui est le mec derrière. Est-ce qu'il a déjà fondé quelque chose avant? Quel est son background? Est-ce qu'il est en mesure de porter ce projet-là? C'est plus des éléments qualitatifs plus que quantitatifs. Et sur le quantitatif, tu vas plus regarder pas les éléments de santé financière, étant donné que c'est très rare que ça soit une bonne santé, on va dire. C'est plus des éléments de croissance. Comment les choses évoluent? Est-ce que les choses s'améliorent? Ok. La boîte, certes, elle est en perte d'argent, mais est-ce qu'elle perd moins d'argent chaque année? Ouais. Ou est-ce qu'elle perd de plus en plus d'argent, tu vois? Très clair. Et justement, sur les boîtes à dividendes, c'est assez quantitatif finalement, j'ai l'impression que tout le monde peut le faire. Par contre, sur les boîtes croissance, j'ai l'impression que c'est quand même assez subjectif, assez dans la qualité, comme tu dis. Et là, est-ce que ton passé d'entrepreneur, justement, est-ce que c'est pas un avantage concurrentiel que tu as? Est-ce que finalement, analyser des boîtes growth, est-ce que c'est vraiment accessible à tous ça? Non. Ouais. Ça te sert ton passé d'entrepreneur pour analyser ces boîtes? Oui, probablement, sûrement, sûrement. Mais effectivement, c'est pas la stratégie growth, c'est pas le premier truc que je recommanderais en fait, Ouais. parce que tu perds tes plumes rapidement. Tu perds tes plumes Mm. rapidement.
C'est très volatile, ça baisse beaucoup. Si tu débutes, t'es rempli de biais, t'es rempli de panique, etc. Donc tu vas pas du tout, t'en sortir, t'en sortir, pardon. Ok, ok. C'est pour ça que moi, publiquement, je parle beaucoup de mon portefeuille à dividendes parce que c'est vraiment lui avec lequel je suis serein, que publiquement mon image est rattachée à ce portefeuille, et j'ai pas fait de la merde avec l'argent des gens, tu vois ce que je veux dire? Enfin, Ouais, ok. je préfère attacher à un truc, voilà, où les gens qui vont s'inspirer de moi, ils vont s'inspirer d'un truc clair, qui est pas censé faire perdre de l'argent, qui est censé être stable, etc. Plutôt qu'avoir mon image rattachée à de la crypto ou du truc où dès que ça baisse, je dois aller me cacher parce que tout le monde me dit ouais Seb, pourquoi ça baisse, tu vois ce que je veux dire? Ouais. Ok, ok. Ouais, ou comme certains youtubeurs américains après la chute d'FTX qui ont dû carrément fermer leur chaîne. Ouais. Ok, très clair. Du coup, je voudrais bien parler un peu de ta stratégie aussi ETF. Est-ce que tu peux nous dire Mhm. pourquoi aussi tu as une stratégie ETF, finalement, à quoi elle te sert et pourquoi tu as une stratégie ETF et aussi une stratégie stock picking? Alors, donc effectivement, je ne suis pas anti ETF. Je suis pro tout en fait. Je suis pas anti quelque chose, je suis pro tout. C'est pour ça que les dividendes, les croissances et effectivement les ETF qui sont une partie de mon investissement depuis quasiment en même temps que les dividendes, à peu près juste après les dividendes. Ça représente Euh, combien de pourcentage à peu près juste? Les deux? Enfin, combien de pourcentage en ETF, combien en stock picking? le stock picking avec les actions à croissance, c'est autour des 70K. Les ETF, c'est 15K Ok, pour ouais. l'instant. Du coup, ouais, ça fait 80-20 quoi, en pourcentage, à peu près. Ouais, ouais. Ok. Alors, les ETF, il y a plusieurs intérêts pour moi. Alors, déjà, d'un point de vue personnel et professionnel, ça m'intéresse d'avoir un pied dedans pour que derrière, je puisse m'auto-backtester enfin, Hmm. auto-comparer mes stratégies. Moi, je préfère avoir des ETF pour les comparer avec mes autres portefeuilles actifs pour pouvoir me dire, voilà, j'ai battu, en toute confiance, je peux dire que j'ai battu, la gestion active a battu la gestion passive, ou cette année, la gestion passive a battu ma gestion active. Donc déjà, il y a ce volet où ça m'intéresse d'avoir un pied dedans pour que sereinement je puisse en parler en connaissance de cause. Et ensuite, parce que la stratégie dividende va plus être une stratégie qui m'est personnellement dédiée, alors que la stratégie ETF, c'est plus pour un patrimoine global au nom de ma famille. Ok. C'est-à-dire que les dividendes, ça va plus être vraiment pour moi, pour ma retraite à moi, ou avant la retraite. Alors que les ETF, c'est plus quelque chose que je vais laisser grossir, et potentiellement le léguer, tu vois. Ok. Comme Ok, c'est que ok. des capitalisants, ça tourne tout seul. Ouais, ok. Très clair. Et finalement, est-ce que du coup, tu disais, t'es pro tout, t'es aussi donc pro ETF. Quelqu'un qui débute, tu lui dirais de faire quoi? De faire un mix ETF, stratégie à dividende, ou sinon de mieux se connaître et de mieux savoir ce qu'il veut exactement. C'est ça? En fait, moi, j'aime pas du tout la recommandation qu'on aurait sur les débutants, de leur dire ouais, fais ça parce que c'est plus facile, ou fais ça parce que sur long terme ça rapporte plus, ou fais ça parce que X raison. Je considère que donner ce conseil-là, c'est juste retarder une mauvaise nouvelle pour plus tard. Dans le sens où l'homme par nature est curieux. Tu lui dis de faire un truc, il va le faire, mais à un moment il va voir d'autres trucs, il va entendre d'autres trucs, il va vouloir tester. Pourquoi prendre le risque de tester plus tard et que ça coûte et que ça coûte cher dès le début? Écoute, teste, mets 50 euros là, mets 50 euros là, mets 50 euros là, vois comment ça se passe, vois ce qui te plaît le plus, et comme ça, tu pourras au moins, tu partiras sur de bonnes bases dès le début, tu vois. Tu feras Ouais. ton erreur sur 50 euros plutôt que tu fasses ton erreur sur plusieurs dizaines de milliers d'euros après avoir perdu plusieurs années. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, très clair. Donc oui, je suis pro qui teste tout dès le début sur des petits montants et qui voit, parce qu'au final, c'est une question aussi d'adéquation de personnalité. Oui, peut-être que les actions à croissance, c'est ce qui ira. Mais ça me va pas, moi. Moi, ça me va pas. Ça me va pas d'être tout le temps stressé. Ça me va pas de voir de la volatilité, etc. Donc
Non, qui teste dès le début, qui voit avec qu'est-ce qui lui plaît le plus et qui choisissent en fonction de ça. On en revient au fameux risque investisseur et à la finance comportementale où finalement c'est ce que tu dis, c'est prenez d'abord votre risque investisseur le plus tôt possible, comme ça vous coûtera moins cher que dans X années où vous aurez sûrement plus d'argent à perdre, entre guillemets, pour apprendre cette leçon, donc apprenez les Ouais. leçons le plus tôt possible. Ouais. Ok. Mais en fait, j'aimerais bien avoir ton ressenti sur ça, parce que ce que je suis en train de décrire, c'est un peu ton profil. Parce que toi, tu as choisi les ETF exclusivement, à ma connaissance, et tu es en mode pas intéressé par le J'ai reste. commencé par les dividendes. Tu as commencé par les dividendes? J'ai commencé par des fonds. Ouais. J'ai Ok, commencé par des fonds dans un compte titre d'un banquier, etc. ok. Après, j'ai fait stratégie dividende. Ok, donc en fait, tu as Après, testé les choses et tu as trouvé ouais, ce qui te j'ai plaisait testé. le plus. Ok, Ouais, donc je suis complètement aligné avec ce que tu dis et avec cette démarche-là. ok. De tester et moi, je me suis rendu compte que vraiment les ETF, l'evidence-based investing, etc., c'était pile poil ce qu'il me fallait, quoi. Ouais. Donc, clairement, je suis complètement d'accord avec toi. D'ailleurs, on est d'accord. Et ça, c'est une question qui est revenue. C'est parce que les gens ont vu que on s'est lancé quelques petites piques, dividendes, ETF. Ouais. Les gens se demandaient vraiment si on s'entendait bien, si on s'aimait bien, et si c'était une vraie guerre ou si c'était juste une guéguerre où on se taquinait mais finalement on s'aimait bien. C'est quoi la vérité, Seb? La vraie vérité ou la fausse vérité? La vraie La vraie vérité. vérité, je pense que c'était une guerre totale. Ok, c'était une guerre Non, totale je taquine encore. qui est terminée. Ah, Elle n'a jamais commencé. Elle n'a jamais commencé. C'était une petite guéguerre taquinière où je pense que toi et moi, on savait dans le fond que. Je pense qu'on est d'accord pour dire que il n'y a pas de bonne ou mauvaise stratégie. C'est plus un truc adapté à chacun. ouais, non, clairement. Donc à partir de là, je pense qu'il n'y a Moi, pas de, j'admets il y a que, pas de guerre sur ça. Si ouais, on est d'accord sur ça, ça veut dire qu'il n'y a pas de guerre. clairement, je pense que d'ailleurs, on est d'accord sur beaucoup de choses. Que ce soit le long terme, on est d'accord que le court terme, c'est pas forcément la bonne chose à Ouais. faire. On est d'accord sur beaucoup de pans de l'investissement. Et si c'est juste un désaccord sur dividendes ou plutôt ETF capitalisant, bon, c'est que philosophiquement, en investissement, on est quand même ultra d'accord, quoi. Ouais, je suis d'accord. Ok, très bien. On a terminé alors sur Tu ce voulais sujet de rajouter la quelque chose? guéguerre, c'est fini alors. C'est On a fini. clôturé le débat. Après, avec plaisir hein, de prendre des petites piques. Moi, ça m'intéresse toujours de remettre en question, tu vois, Hmm, mes croyances. Hein. Ok. c'est important. Je voulais qu'on parle maintenant du. Tu voulais rajouter quelque chose sur ces sujets? Non, mais je voulais juste dire que même dans les ETF, tu as des dividendes de toute façon. L'ETF, c'est pas un truc Ah bah oui, anti-dividende, c'est juste la façon de gérer les investissements, les ETF. Les ETF sont remplis de dividendes. C'est exactement. juste comment tu gères. Est-ce que c'est toi qui t'en occupes ou est-ce que tu suis un indice au jour le jour, quoi. Mais c'est pas un truc anti-dividende. Ouais. Exactement. On shorte pas les dividendes, enfin les actions à dividendes pour investir que dans celles Ouais. qui ne versent pas de dividendes. C'est pas du tout ça. Ouais. On investit justement dans tout, et notamment dans les actions à dividendes, clairement. Donc c'est que quelque part, on les aime bien aussi, les actions à Bah dividendes. ouais. On les a dans notre portefeuille. Je voulais qu'on parle maintenant des marchés efficients. Donc j'imagine que tu as déjà entendu parler de l'efficience des marchés, Ouais. notamment du coup avec les travaux de Jeanne Fama. Mhm. Donc c'est une théorie qui est imparfaite, certes. Il y a des fois des anomalies qui montrent que ben, c'est pas totalement vrai. Mais c'est une théorie qui modélise bien et qui modélise au mieux pour l'instant la réalité en bourse. Mhm. C'est-à-dire que les prix des actions intègrent déjà toute l'information disponible et c'est très difficile en fait d'arriver et de se dire ben moi j'ai une information que les autres investisseurs n'ont pas et je vais pouvoir en tirer profit sur les marchés. Ouais. Autrement dit, c'est très difficile de se dire ben moi je sais que Apple va surperformer, donc j'investis dessus. Et tout en se disant, ben, les autres investisseurs n'ont pas vu ça encore, je suis le seul à l'avoir vu. Sauf si t'es un insider. Et c'est notamment, voilà, sauf si tu fais un délit Ouais. d'initié, mais ça c'est strictement interdit, c'est du pénal. Et du coup, c'est notamment pour ça que on voit la gestion passive sur le long terme qui bat la gestion active. Qu'est-ce que tu penses toi de ce modèle, de cette théorie, et qu'est-ce que tu penses aussi de la surperformance de la gestion passive sur la gestion active? Ok. Alors, sur la dernière question, sur la surperformance de la gestion passive par rapport à la gestion active, effectivement, la gestion passive bat la gestion active. Quand tu regardes quand tu compares les performances entre les ETF, on va dire, versus les fonds qui managent l'argent des clients style Berkshire Hathaway, etc., globalement, tu es sur de la surperformance par rapport au passif. Mais je pense et je trouve qu'il y a une certaine mauvaise foi des pros passifs sur les résultats des performances. Je m'explique.
Pourquoi l'actif ne bat pas le passif? Parce que les intérêts des fonds ne sont pas les mêmes. Un gestionnaire actif va perdre énormément de performance à faire du trading juste pour justifier ses frais, en fait, et qui va perdre de l'argent. C'est-à-dire, si tu prends un fonds comme ARK, est-ce que tu connais les ARK de Cathie Ouais, Wood? ouais, Le le truc fonds qui a croissance, explosé en justement. 2021 et qui s'est complètement, Mm. crashé. Au-delà de ça s'est crashé parce que les actions on est dans un secteur qui a très mal tourné en 2022. Mais il y a eu beaucoup de transactions. Il y a beaucoup de transactions pour justifier de leur activité qui sont actifs. Et c'est justement ça qui fait perdre de l'argent et qui coûte de la performance. C'est-à-dire que c'est de l'actif, c'est de la suractivité. Ouais. En fait, c'est du trading suractif pour justifier de l'activité. Parce qu'au final, leur gain, en fait, il n'est pas sur les performances des actions, ils sont sur les frais qui tirent. Ils sont sur les frais qui tirent sur l'AUM, l'asset under management, le fonds sous les actifs sous gestion. Donc en fait, un fonds n'a pas les mêmes intérêts que ses clients. L'intérêt de son client, c'est de gagner, d'avoir du retour sur investissement. L'intérêt d'un fonds, c'est pas nécessairement de faire ça. L'intérêt d'un fonds gagne de l'argent que les actions qu'il détiennent augmentent ou baissent. Et donc lui, ce qui va l'intéresser, c'est pas que les actions qu'il détiennent explosent. Ce qui va l'intéresser, c'est de faire le maximum de frais, d'engranger le maximum de frais possible. Et donc les intérêts déjà sont pas alignés. Et donc à partir du moment où les intérêts ne sont pas alignés ou pas du tout alignés, c'est plus trop pertinent en fait de les considérer pour comparer par rapport à la gestion passive. Ouais, je vois ce que tu veux dire, mais par contre, les intérêts sont quand même alignés parce que le fonds gagne plus d'argent s'il y a plus de performance, puisque l'asset under management va augmenter, vu que ça va, s'il a de la performance, ça va augmenter le capital sous gestion. Oui. Donc, finalement, on peut dire quand même que si le fonds sous-performe, il va être ultra rentable, le fonds. Et surtout, si le fonds surperforme, il va attirer de plus en plus Surperforme, d'investisseurs. tu veux dire. Surperforme, ouais. Si le fonds surperforme, Ouais, surperforme. l'AUM va augmenter. En attirant plus d'argent, en attirant plus d'investisseurs, mais aussi en faisant que le capital sous gestion augmente. Ouais, je suis d'accord avec ça. Mais je maintiens que les critères de comparaison sont pas les mêmes. Ouais, Un fonds passif, son job, c'est de répliquer un indice. Il essaye de rien faire globalement. Il essaye de rien faire d'autre. Alors qu'un fonds actif, son job, ça va pas être de répliquer un indice. Ça va être d'appliquer une certaine stratégie qui s'est fixée et qu'il a convaincu les clients de suivre. Donc, je prendrai pas cette comparaison entre les fonds passifs et les fonds actifs pour en déduire la vérité qu'il est impossible de battre les marchés. yes. Parce qu'il y a plein de choses qui se passent dans les fonds actifs qui, justement, expliquent le fait qu'ils ne battent pas les marchés. Ouais, à commencer par les frais. Il y a la suractivité qui engendre des coûts de trading importants. Il y a justement comme je disais, bon, il y a certes, il y a un alignement, mais il y a quand même un moindre alignement qu'avec les actions, les ETF passifs. Donc il y a plein de petites raisons qui peuvent expliquer qu'il n'y a pas de surperformance par rapport au passif. Ouais. Sur l'efficience des marchés, je pense que je suis globalement d'accord avec cette stratégie. Pas cette théorie, qui est que toutes les infos disponibles sont disponibles tout simplement, et que le prix des actions, des actifs, prennent en compte déjà toute l'information publiquement disponible. Moi, j'ai aucun problème avec cette théorie, et je pense que c'est globalement le cas. Par contre, en quoi ça empêche de battre le marché? Ça empêche de battre le marché si tu penses avoir une information que les autres n'ont pas, tu vois. Et si tu bats le marché autrement... Un marché, c'est une moyenne, on est d'accord. Ouais. Un marché, c'est une moyenne. Il y a de tout dans un marché. Mais du coup, peu importe en fait l'efficience des marchés, si toi, tu arrives à investir dans le top action au-dessus de la moyenne, ta moyenne, elle sera au-dessus, ton rendement moyen, il sera au-dessus de la moyenne du marché, non? Clairement, ouais, tout à fait. Alors, quel rapport En avec fait, ce que dit l'efficience des marchés, c'est que pour trouver ce top des actions au-dessus, c'est très très difficile. Parce que justement, si il y avait des informations qui te diraient que ces actions-là sont le top,
top, eh bien, elle Mm. serait très rapidement pricée et elle deviendrait plus le top. Donc, en fait, il Mais faut que tu après, aies des informations en c'est le. plus. C'est le jeu. Oui, c'est le jeu. Oui, mais c'est le Mais c'est jeu. simple. J'ai envie de te dire que c'est le jeu. En fait, battre le marché, c'est pas nécessairement via le cours des actions sur le futur. On prenait l'exemple tout à l'heure, par exemple, de Warren Buffett avec Coca-Cola. C'est-à-dire que là, si tu compares le cours de Coca avec le SP500, le SP500 bat Coca. Mais quand tu regardes la performance de la position Coca-Cola de Warren Buffett, elle bat le marché. Tu veux dire Pourquoi? que le dividende qu'elle verse par rapport au Au cours où il l'a rendement, acheté? ouais, il bat le marché. D'accord. Mais en fait, Il n'y a pas un moyen, parce que j'ai l'impression que battre le marché, c'est forcément sur le cours de l'action. C'est-à-dire, ah, regarde, le SP500 a fait plus 20%, l'action Coca a fait plus 10%. Mais pourquoi on peut pas le battre autrement? en fait, sur Coca-Cola, je pense que, en fait, si effectivement Warren Buffett il touche 15% par rapport à son prix d'achat, si tu veux vraiment comparer la performance de Coca-Cola versus le S&P en 2022, par exemple, tu es obligé de prendre le prix de Coca-Cola le 1er janvier 2022. Parce que si le S&P, par exemple, il augmente de 1% en 2022, certes, ça fait que 1%, mais Warren Buffett, il aurait très bien pu aussi acheter le S&P en 1975 et pour son prix d'achat, augmenter de 1%, mais depuis le prix de 2022, c'est énorme par rapport à son prix qu'il a acheté en 1970, par exemple. Et peut-être que Ouais. là aussi, ça ferait du 15%. Donc, je sais pas si c'est un bon calcul à faire de comparer un dividende en pourcentage du prix d'acheter il y a longtemps versus la performance du S&P sur une année. Non mais Tu peux très bien toi, avoir acheté le S&P il y a ouais. longtemps et avoir aussi un coût d'achat faible qui fait que 1%, pour toi, en fait, c'est plus 20%. Ouais, je suis d'accord, mais je suis d'accord que tu peux dire il aurait pu, mais il a choisi une stratégie précise Mm. et quand tu constates les résultats aujourd'hui de cette stratégie, sa position Coca bat le, enfin, je sais pas comment dire, mais sur long terme, tu as des actions aujourd'hui qui ne battent pas le marché, mais sur long terme le battront. C'est-à-dire qu'il y a des décisions que tu peux prendre maintenant qui ne font, enfin, visiblement sont de la sous-performance, mais qui sur long terme seront en fait une bonne décision. Ouais, non, je vois très bien. Ok. Et juste pour terminer sur les marchés efficients, juste du coup pour un petit peu conclure sur ce point, est-ce que tu penses que battre le marché, c'est facile pour un particulier? Non. Ok, très clair. Non, on va pas mentir. On va dire oui, oui. Non, non. C'est facile s'il a eu beaucoup de chance, tu vois. C'est facile si Hmm. il se dit, allez, moi je vais investir sur Amazon ou la Next Amazon et il s'est avéré que c'était la Next Amazon. Oui, pour lui c'était facile, quoi. Pour lui, il a rien fait. Mais c'est un coup de chance. Mais après, réfléchir à comment battre le marché, c'est pas facile, non. C'est Yes. pas facile. Et c'est d'ailleurs pour ça que quand tu regardes ma stratégie à dividende, j'ai jamais dit que mon objectif c'était de battre le marché. Tu vois. Moi, ça va plus être un objectif où je cherche un montant précis de rente mensuelle et une certaine croissance et stabilité, sans forcément que j'essaie de battre le marché. Même si je pense que sur long terme, on revient à la petite discussion avec sur Warren Buffett et Coca-Cola. Je pense que sur long terme, le portefeuille que je suis en train de construire battra le marché. Ok. Ben, c'est super intéressant de parler du facteur chance, justement, parce que il y a un très bon papier, qui s'appelle Skill versus Luck, et il explique que tu as à peu près plus de la moitié, voire la grande majorité des gestionnaires actifs qui arrivent à surperformer. Ben, en fait, Ouais. c'est juste de la chance. Et c'est pas forcément de la compétence. Probablement, probablement. Après, la chance, ça va bien un an, 2 ans, mais quand t'as un mec qui arrive à le battre sur plusieurs années, à un moment, il y a plus que de la chance, tu vois. Quand tu regardes des mecs Clairement. comme Peter Lynch, avec le Magellan Fund, il a géré le truc, je crois, pendant 13 ans, et genre, je sais pas si c'est ça, mais genre, pendant 13 ans, il a battu le marché, c'est pas con de s'intéresser à qu'est-ce qu'il fait, quoi. Même si c'est pas Ouais. forcément pour l'appliquer, mais ok, ce mec arrive à battre le marché, meilleur gestionnaire du monde pendant 13 ans d'affilée, il y a peut-être un truc à apprendre, tu vois. Ou sinon les super investisseurs, Graham, Buffett, Ouais, Doddville, etc., qui viennent tous ou presque du même endroit et qui, comme par hasard, se sont fréquentés et ont battu le marché, qui ont ouais. tous géré des fonds. Et c'est que derrière,
derrière, il y a forcément quelque chose en fait. C'est pas là, c'est pas Moi, de la pour moi, chance. Sinon, ça serait. après, je sais pas si tu es d'accord, mais c'est pas parce qu'on a une stratégie que ça nous empêche de nous renseigner sur les autres trucs, en fait. C'est-à-dire que c'est pas parce que toi, tu investis que dans des ETF que ça t'intéresse pas de voir pourquoi la stratégie value, l'investissement dans la valeur, c'est bien. Graham, etc., c'est pas des mecs à ETF, hein, c'était des mecs à value, tu vois. Buffett, c'est un mec à value. Donc, ça peut être intéressant de voir, ok, pourquoi ce mec arrive à faire un truc, tu vois, même si c'est pas pour l'appliquer derrière, mais pour avoir l'information, tu vois, parce que même derrière, parce que tu as forcément un ETF qui va s'inspirer de cette stratégie. Genre, tu vois, si tu t'intéresses à la value, tu as des ETF value, tu as les ETF factoriels, par exemple. Donc, ça peut être intéressant de te renseigner même sur les stratégies stock picking qui marchent, parce que tu peux les avoir en ETF aussi. Et alors, je crois que les Clairement. ETF value, je sais pas, mais je crois que, la dernière fois que j'avais vu ça, c'était que les ETF factoriels, c'était plutôt pas mal Ouais. par rapport aux Du ETF. smart beta, moi, j'ai Les smart notamment du beta, ouais. smart beta, ouais, des ETF factoriels dans mon portefeuille. Ouais. Hmm. Non, clairement, tu peux trouver des stratégies, tu t'intéresses à la value, clairement, tu peux trouver un ETF qui fait la même chose. Après, faut bien vérifier que l'indice fasse bien les bons critères qui sont appuyés par des études ou quoi, mais parce que des fois, tu as un peu du bullshit aussi, un peu comme partout, tu vois, comme ETF ISR, pardon, ESG, tu as aussi du bullshit. Enfin, faut juste faire attention à ça, mais sinon, clairement, ça peut être une strat. Ouais. Ok, bon, ben très bien pour les marchés efficients. Tu parlais justement de tes objectifs. Toi, on comprend que tes objectifs, c'est plus un revenu mensuel, par exemple. Est-ce que tu as défini des objectifs précis sur le long terme que tu aimerais atteindre grâce à l'investissement? Oui, en termes de revenus, mon objectif premier palier, c'est les 2 000 € par mois net de dividendes. Et pour les ETF, ça va être un patrimoine d'1 million d'euros. Ok, Donc c'est deux stratégies différentes. C'est-à-dire que pour moi, les ETF, mon objectif, c'est premier palier, c'est 1 million. Et les dividendes, premier palier, c'est 2 000 € net par mois. Parce que 2 000 € net par mois, je pense que c'est un seuil symbolique de ce qu'il te faut pour vivre décemment, un peu partout dans le monde. ouais, clairement. A priori, Donc 2000 euros, 2000 euros enfin, le par deux mois en mille euros, c'est France, a pas priori, t'es. décemment. Voilà, j'ai dit, Ouais, ouais. t'es pas très riche à 2 000 €. Hein, c'est pas non plus, tu fais pas le fou à 2 000 €, mais tu crèves pas la dalle à 2 000 €. Donc c'est globalement premier palier, ça va être voilà une rente nette pour vivre décemment en France et plus ou moins partout dans le monde. Parce qu'avec 2 000 € en Thaïlande, c'est encore autre chose. 2 000 € en Espagne, c'est voilà, donc c'est plus ou moins un peu une moyenne pour être décent. Mais c'est un premier palier, tu vois, en fonction de quand je l'atteins. Si je l'atteins avant la retraite et que j'ai encore du cash à réinvestir, bah je passe à un second palier, tu vois. Ok, ouais. Tu penses que tu vas atteindre ces paliers vers quel âge? Les 2000, Ouais, si je maintiens mon taux d'investissement actuel, c'est aux alentours des 40, entre 40 et 45 ans. ok. Si je maintiens mon taux actuel. Et le Après, million en ETF? je pense que ça pourrait être pour la retraite. Ok, Ouais. Parce que au final, 2 000 € par mois, c'est 24 000 par an. 24 000, ça veut dire à peu près 30 000 € avant ouais, fiscalisation. 30 000 euros. ok. 30 000 € par an, c'est à peu près, c'est avec un rendement avec le rendement sur investi, 6%. Ouais, avec un rendement à peu près de 6%, c'est 600 000 € quand même. Ouais, ok. Après, ça peut Ton aller plus capital, vite. Après, ça peut ouais. aller plus vite. On peut avoir un business qui marche bien, qui explose, qui nous donne accès à du cash en une belle quantité. Et là, ça peut être sympa. Bon, on te le souhaite en tout cas. Merci. Est-ce que je peux te retourner la question, tiens? Quels sont mes objectifs Mhm. en investissement, c'est ça? Ouais. Moi, mon objectif, c'est plutôt, moi, c'est très capitalisant mon portefeuille. C'est pas pour se verser des revenus tout de suite. Et du coup, l'objectif, ouais, c'est plutôt 1 million d'euros de patrimoine. C'est un chiffre rond, tu vois, Mm. qui, Puis c'est qui symbolique, marque quoi. l'esprit. C'est Donc, ouais, c'est millionnaire, assez quoi. symbolique. Ouais, c'est Voilà, symbolique. c'est ça. Donc ouais, c'est ça l'objectif. Mais genre, c'est un objectif premier palier ou c'est l'objectif de la vie? Ça y est, à la retraite, j'ai 1 million, quoi. J'aime pas trop avoir trop d'objectifs long terme, voire trop Mm. d'objectifs en règle générale, parce que finalement, soit tu les atteins pas et t'es déçu, soit tu les atteins et Ouais. tu dis il me faut un nouveau, tu vois. Donc moi Ok. j'aime bien voilà, me contenter de ce que j'ai déjà, c'est déjà super. Mais Ouais. il est vrai que je me suis quand même mis dans ma tête 1 million, tu vois. Après on verra. A priori c'est oui,
si j'y arrive assez vite, il y aura forcément peut-être un autre palier ensuite. Et J'ai pas trop c'est réfléchi à ça. patrimoine global ou c'est vraiment juste le truc ETF, quoi? Parce que il me Non, semble que patrimoine tu avais global, un projet patrimoine immobilier. financier global, OK, d'accord. Ouais, en fait, patrimoine 1 financier. 000 000, c'est pas très difficile. Si tu fais un effet de levier et que tu achètes un truc, un appart, assez sympa, Net après, hein, net patrimoine net, ouais. ouais. Net, donc en Ah net, retranchant OK. les dettes. D'accord, d'accord. Les dettes, OK, ouais. d'accord. Ah OK, donc c'est moins facile. OK. OK. Et tiens, Oui, tu m'as posé ouais. la question sur quand. Est-ce que tu as un âge estimé à peu près? Non, j'ai Je pas crois vraiment tu quel d'âge. âge toi déjà? Tu as 17 ou 18 ans, c'est ça? Tu viens de passer ton permis, tu m'as dit? Ça recommence, les taquineries de Seb. Non, j'ai pas vraiment d'âge précis. Enfin, dans ma tête, effectivement, j'aimerais bien. Tu vois, je suis un peu team fire en mode retraite Mmh. anticipée et je me vois bien, si possible, ouais, autour de 40-45 ans avec ce palier déjà atteint. Ouais, ouais, c'est bien ça. Ouais. Moi, je te L'intervieweur souhaite bon interviewé? courage aussi. Non, je retourne juste une question, c'est une question personnelle, j'aime bien Non, voir aussi le avec plaisir, hein. Il y a aucun souci. Moi, je voulais te dire aussi, félicitations aussi, c'est un autre sujet, mais félicitations, Seb. ah, Aujourd'hui, tu es papa. ouais. Ça aussi, c'est un gros palier dans une vie. Donc, du coup, côté investissement, est-ce que pour toi, la paternité, ça a changé quelque chose dans ta vision de l'investissement ou pas du tout? Non, j'estime que j'avais anticipé le fait que ça allait arriver et du coup, c'est pas, ma mentalité et ma vision long terme étaient déjà en alignée avec le fait que j'allais être père de famille un jour, tu vois? Donc, il y a pas Ok. eu de bouleversement sur, comment j'investis. Donc je m'en tiens à mon plan, qui déjà prenait en compte le fait que je sois père de famille. Et est-ce que tu as déjà commencé à investir pour ton fils? Oui et non. Alors non, pas directement. Il faut que je m'y intéresse de très près. Mais, oui, indirectement via les ETF, comme je te disais, qui sont pas des investissements personnels, mais Hmm. plus un investissement familial. Et du coup, là Ok. aussi, c'est plus anticipation aussi au fait que, c'est pour lui, tu vois? Mais effectivement, j'aimerais bien, symboliquement créer un compte, à son nom et que plus ils grandissent, plus ils voient le truc et qu'à un certain moment, dès son plus jeune âge, je commence à lui dire: «Ouais, tu veux acheter quoi?» Genre si tu vas au McDo, tu lui dis: «Tu vois, là, tu peux acheter cette action» et cetera. Commence à lui expliquer ces choses-là et qui prennent le relais ensuite à sa majorité, tu vois? Ça, je veux le faire. Je l'ai pas encore fait parce que un truc que tu découvres quand tu deviens papa, c'est le bordel que ça fait dans ta vie et le temps qui passe tellement vite et la fatigue et tout et du coup, pourtant je m'étais dit: «Ouais, je vais créer ce dès le lendemain», genre il est né le 8 août, le 9 août, il a déjà son compte, il a déjà 1 000 € dessus, mais la réalité te rattrape, quoi. C'est ce que je te souhaite un Ouais, jour, ouais. tu verras, c'est le bordel. Bon, en tout cas, tu l'as bien vendu cette expérience, hein, ça Mmh. donne envie. Ah bah, ça Non, mais j'imagine que c'est que tu du bonheur quand même, hein. oui, c'est exceptionnel comme sentiment. D'ailleurs, cette phrase, tu l'entends de tout le monde, mais tu prends pas trop conscience parce que tu le sens pas, tu vois? Mais tu dis: «Putain, mais pourquoi tout le monde dit que c'est génial», alors que de derrière, d'extérieur, tu vois que c'est le bordel, que ça donc tu comprends pas vraiment ça, mais il y a ça n'arrive que quand enfin, tu peux le comprendre que quand ça t'arrive vraiment et quand Ouais. tu sens, en fait, la connexion qu'il y a, en fait, entre toi et le bébé, la façon dont il te regarde, il te touche, il te tient et tout, enfin, ça crée quelque chose, tu peux pas l'expliquer, en fait. Donc ça sert à rien de dire, tu verras quand tu seras papa. OK. Tu préfères tes actions à la dividende ou ton fils? Non, je rigole, je rigole. C'était pas écrit ça dans le script. Les actions à dividendes. Les actions à dividendes. Non, alors avant qu'on parle un petit peu crypto et YouTube Game Finance aussi, moi je voulais Mmh juste mh. qu'on parle rapidement de finance comportementale un tout petit peu. C'est Ouais. parce que bah, tu le sais en tant qu'investisseur, en plus on en a déjà parlé, mais on est enclin à plein de biais cognitifs, que ce soit le biais de confirmation où on va chercher que des infos finalement qui vont valider nos croyances déjà existantes. Ouais. Euh, le biais de surconfiance où on va croire qu'on est le meilleur et on va prendre finalement en fait des mauvaises décisions. Est-ce que toi, par rapport à à tous ces biais et à tout ce pan de la finance comportementale avec les travaux de Kahneman ou voilà plein de trucs autour de ça, est-ce que tu mets en place des techniques très précises ou est-ce que tu as des conseils pour éviter vraiment de prendre de mauvaises décisions et être un meilleur investisseur in fine? Alors, c'est une question très intéressante et très compliquée, en fait, parce que, ça dépend de la personnalité de chacun, je pense. Moi,
j'ai la chance d'avoir une personnalité de nature très calme et patiente. Et Ouais. c'est-à-dire que pour m'énerver, tu as du boulot. C'est-à-dire que je suis pas du tout sanguin. Enfin, c'est très très compliqué de m'énerver ou de prendre de ma part une réaction, enfin de me prendre au dépourvu, tu vois. Et en fait, ça m'aide en bourse. Parce que quand tu es sanguin et que tu es très émotif et tu réagis très rapidement et que tu prends pas le temps de patienter, de réfléchir aux choses, de laisser poser, de t'endormir et que le lendemain, peut-être que t'es plus susceptible d'être en fait, de tomber sous ces biais en fait et de faire des erreurs. Ouais, donc clairement. Alors que moi, le fait que je suis pas quelqu'un de patient et calme, ça m'aide beaucoup. Et dans mes investissements, je le vois en fait dans le sens où je m'en fous un peu. Mes comptes en bourse, je les ouvre. Enfin, je sais pas si les gens me croient quand on me dit ça, mais je les ouvre vraiment une fois par mois quand j'investis. C'est-à-dire, moi là, je me filme là sur ma vidéo dividende, je me filme une fois par mois où j'investis. Mon compte Trading 212, la seule fois où je l'ouvre dans le mois, c'est quand je veux faire les investissements du mois. C'est à ce point-là où ça ne m'intéresse pas en fait. Donc, et le fait que je fasse ça, ça m'aide. Le fait que je fasse ça, bah, ça m'aide justement à pas trop, à pas trop être susceptible au biais. Ensuite, il y a un côté double tranchant sur quand tu t'intéresses aux boîtes et que tu lis ce qui se passe avec les boîtes. Parce que tu as le côté actualité et tu as le côté actualité financière. Genre quand tu vas sur Twitter, ils te démolissent une boîte et l'heure d'après, ils t'en refont un empire. Ils te la démolissent. Et donc là, c'est horrible. C'est horrible. Donc, c'est souvent problématique. Ouais, mais moi, je veux me renseigner sur une boîte, mais j'ai peur à chaque fois que tomber sur des articles ou des mecs qui vont faire peur et qui vont me remettre en question ma théorie de base, etc. Donc, moi, ce que je fais en général sur ça, c'est que je limite ce que je lis sur les boîtes et j'essaie de m'en tenir au rapport annuel, voire trimestriel pour certaines boîtes. Mais je suis pas du tout du genre à voir tous les jours, allez, qu'est-ce qui s'est passé aujourd'hui sur Total? Qu'est-ce qui a été dit sur Total? Ouais. Parce que là, je pense que c'est contre-productif. Alors oui, tu deviens cultivé parce que tu sais tout, mais tu l'achètes et tu la vends 10 fois par jour la boîte, quoi. C'est ça, ouais. C'est pas forcément parce que tu as les infos en temps réel que tu es un meilleur investisseur. D'ailleurs, Ouais. je suis pas convaincu que Twitter soit un très bon réseau social pour un Non, investisseur long terme. Ouais. non. Après, le biais de confirmation, ça, c'est un truc très dangereux parce que en général, tu vas détester lire un truc qui va remettre en cause une décision que tu as prise et que tu vas en général lire tout ce qui va conforter et justifier la décision que tu as prise. Après, moi, ça va être un truc différent de la plupart des gens. C'est parce que j'ai la chance d'être youtubeur et de faire des vidéos sur des sujets, tous les sujets. Et du coup, ça me force en fait à lire des trucs, même si je suis pas d'accord, même si ça va contre ce que je dis. Moi, quand je fais des vidéos sur les ETF, par exemple, ça me force à lire sur les ETF. Ça me force à lire des trucs où les marchés efficients, ça me force à lire que la gestion passive, bah, ça bat la gestion active. Ça me force à lire tout ça. Et donc, j'ai pas le biais de confirmation, de par mon Ouais. métier. Par contre, pour Yes. l'investisseur lambda, ça peut être dangereux, effectivement. Et là, je pense que ça revient à ne pas vouloir tous les jours lire tout ce qui se passe sur une boîte ou sur une crypto, parce que ça est très fortement Ouais. susceptible de tomber sur ça. Tu vois. Après, toi, c'est parce que j'ai l'impression aussi parce que tu fais ton travail, c'est-à-dire tu vas t'informer, etc. Je pense qu'il y a des gens qui font aussi des vidéos YouTube, mais qui sont très enclins au biais de confirmation et qui n'iront pas chercher qui n'iront pas chercher des ressources qui mettront leurs croyances en perspective et qui remettront en question leur pensée. Donc toi aussi, tu te forces un peu à faire ça pour améliorer, je pense, ton contenu. Et Ouais, par justement, la exemple, transition, ouais, vas-y. sur les cryptos. Non, justement, moi, je voulais parler plutôt du YouTube Game Finance. Hmm. Et déjà, je voulais dire qu'on voit beaucoup de choses sur YouTube, beaucoup d'avis contraires, du court terme, du long terme, des news, pas des news, de l'intemporel. Toi, tu fais plutôt de l'intemporel, du long terme. Il y a aussi pas mal de miniatures qui jouent sur la peur, sur le danger. Après, bon, il y en a qui jouent sur la peur, mais qui derrière ont des vidéos dont le fond est là pour Ouais. rassurer justement et leur dire, ben non, si tu as cliqué sur cette miniature, ben c'est peut-être que tu as fait une erreur. Il faut que tu restes convaincu de tes investissements. Toi, Ouais. qu'est-ce que tu penses du YouTube Game Finance aujourd'hui, francophone, je parle? Est-ce que tu vois des travers et est-ce que même, j'irais au-delà, est-ce que tu penses que l'AMF, l'autorité des marchés financiers, devrait mettre son nez là-dedans?
Moi, je pense que le YouTube game de la finance en France s'est amélioré. Et je pense qu'il était plus sale avant et qu'il est plus propre maintenant. Je pense qu'il y a de plus en plus de YouTubeurs sérieux par rapport à quand on a commencé, au tout début, et qu'il y a plus justement cette image de long terme, etc. Et que les vidéos entre guillemets sales disparaissent petit à petit parce que la mentalité des gens est aussi en train de changer. La mentalité des investisseurs est aussi en train de changer et qui sont moins susceptibles à ça. Après, d'un point de vue stratégique en tant que créateur, c'est que jouer sur la peur, ça marche très fort à l'instant T, mais sur le long terme, je sais pas ce que tu es en train de construire et je sais pas si c'est viable en fait. Un mec qui a perdu à mes yeux toute sa crédibilité, c'est l'auteur du livre Père riche, Père pauvre. Robert Kiyosaki. Robert Kiyosaki. Il a une chaîne YouTube, quand tu regardes, toutes ses vidéos, c'est la mère des cracks, c'est demain. Sérieusement, hein, la mère des cracks, c'est demain. Et en fait, à force de voir ça, tu perds de l'estime pour le personnage. Il fait des vues, le mec. Il fait des vues, le mec, parce que ça fait des vues de prédire la mère des cracks. Sauf que, bah, il a perdu mon estime. Et s'il a perdu mon estime, il a forcément perdu l'estime d'autres personnes. Et plus le temps passe, et plus, bah, ça se renforce, en fait. Et je sais pas si sur le long terme, c'est intéressant de vouloir à tout prix jouer sur cet aspect-là. Donc voilà. Après, comme tu l'as dit, il faut arriver à allier le fait qu'on soit youtubeur et qu'on veut faire les gens cliquer sur la vidéo et que la vidéo soit intéressante. C'est-à-dire que moi, j'essaye de faire des vidéos qu'on va appeler evergreen, c'est-à-dire que tu peux la regarder aujourd'hui, dans 1 an, dans 10 ans, elle sera toujours pertinente parce que le fond les conseils sont intemporels, j'ai envie de dire. Mais parfois, j'essaye de faire un peu bouger les choses. C'est-à-dire que là, bon, j'imagine qu'au moment où sortira cette vidéo, la vidéo sera sortie, dont ça je vais parler, mais là je suis en train d'écrire ma vidéo que je vais faire ce dimanche et qui s'appelle, t'as entendu parler de ce qui se passait avec la Silicon Valley Bank. Ouais. Et donc la vidéo que je suis en train de tourner s'appelle d'écrire ce qui a tué la Silicon Valley Bank, entre parenthèses, et peut-être ton portefeuille. Donc j'essaye de jouer sur le risque, l'émotion, j'essaye de susciter une émotion pour faire cliquer les gens. Par contre, le fond de la vidéo va être extrêmement intéressant et ça va être une leçon fondamentale à appliquer sur des stratégies d'investissement. Ouais. Donc le but, le titre est comme ça, mais le but de la vidéo, ça sera pas du tout de dire votre épargne est en danger, sortez votre argent de vos comptes bancaires, tout va s'écrouler, les Illuminati contrôlent le monde, etc. Tu vois, c'est pas du tout, c'est pas du tout ça. Je déteste, personnellement, je déteste la collapsologie. Les collapsologues sur YouTube là qui nous appellent la mer des cracks tous les jours et que tout va s'effondrer et que etc. Ça fait 40 ans qu'ils sont sur ce créneau et on attend toujours le grand effondrement, tu vois. Donc le grand reset. Le grand reset. Donc voilà, il y a cette subtil alliage entre le jouer sur les émotions avec le titre et la miniature tout en ayant un contenu qui est vraiment pertinent, propre et continuellement pertinent, quoi. Pour l'AMF, alors effectivement, bon, évidemment, il y a des dérives. La finance, c'est un grand truc, hein. JP Franguin, salut à toi, jeune entrepreneur, tu l'englobes dans la finance parce qu'au final, il a un truc sur le trading at vendre, tu vois ce que je veux dire. Là, tu me dis si l'AMF doit doit faire quelque chose, je pense que oui, tu vois ce que je veux dire. Après, ça serait dommage, après, je pense pas que les régulateurs soient cons, mais ça serait dommage qu'ils aient une approche unique pour tout le sujet. Ouais. Tu vois ce que je veux dire. J'aimerais bien que les régulateurs arrivent quand même à différencier les influenceurs des créateurs de contenu. Ouais. Moi, je me considère pas comme un influenceur. Je vais plus me considérer comme un créateur de contenu qui a une audience. Mais voilà, il y a le mot-clé contenu. Tu vois, créateur de contenu, ça veut dire on crée quelque chose qui a une certaine valeur, tu vois. Influenceur, ça va être JP Franguin qui fait des vidéos qui font des millions de vues où on sait pas trop c'est quoi le truc, tu vois. Donc que l'AMF pose des règles, oui, c'est pas, je pense pas que ça soit négatif, mais j'aimerais pas qu'ils aient une approche que vous êtes tous des influenceurs et vous avez plus le droit de dire de parler du sujet, quoi, parce que c'est l'épargne des gens. Après, c'est à eux de voir comment ils veulent gérer le truc. Je sais pas, qu'est-ce que t'en penses, toi? Non, je suis complètement d'accord avec ça. C'est-à-dire que
je les vois mal faire quand même l'amalgame entre Nabila qui fait une story sur le Bitcoin, acheter ça, ça va monter, versus des gens qui font de la pédagogie via des vidéos YouTube sur l'investissement long terme, etc. Enfin, Mm. on se rend bien compte quand même que c'est deux salles, deux ambiances, ça n'a rien à voir. Donc je pense que quand même ils sont quand même assez, ils vont être assez pertinents, je pense, dans leur approche et ils vont bien comprendre que il y a du bon, il y a du mauvais. Déjà commençons par le très très mauvais, puis après on verra. Mais justement, on parlait de Nabila qui fait une story sur le Bitcoin. Parlons crypto un petit peu, parce que ça c'est un sujet aussi hot, surtout avec toi, parce que Ouais. tu t'es fait pas mal d'ennemis sur une fameuse vidéo sur la crypto et aussi sur Twitter quand tu parles de crypto. Moi j'ai l'impression il y a beaucoup de gens qui sont en désaccord quand on parle de crypto, simplement parce que de base, on n'a pas la même définition de la crypto. Il y en a qui ont la définition, c'est une émancipation sur le pouvoir monétaire, c'est une forme de liberté, une forme on va contrer la censure, etc. Et d'autres qui vont plutôt penser que, eh bien, c'est simplement un actif spéculatif qui a généré d'ailleurs une secte de maximalistes qui n'acceptent pas la contradiction. Est-ce que pour toi, comment finalement tu vois la crypto-monnaie? Est-ce que c'est une révolution technologique? Est-ce que c'est plutôt une bulle? Et puis, je sais que t'y touches pas à la crypto. Pourquoi Ouais. t'y touches pas? C'est un énorme sujet, la crypto. En fait, je pense que c'est une avancée technologique qui aurait dû rester ce qu'elle est et malheureusement qui a été apprivoisée par des acteurs qui en ont fait un truc complètement spéculatif, qui ont dénaturé ce que c'était. Parce que à la base, quand tu regardes le truc, tu te dis putain, une monnaie que tu peux envoyer à n'importe qui en quelques secondes, sans banque, sans tout, et que c'est anonyme et tout. Le pitch Ouais, est génial. Tu te dis putain, moi à chaque fois, par exemple, là je suis au Liban, tu vois, ça me fait les trucs, les transferts d'argent, ça date du 20e siècle. Il faut aller signer, il faut aller faire. Enfin, il y a plein de trucs. Tu te dis putain, t'envoies un Bitcoin, un Satoshi et c'est arrivé et c'est parfait, tu vois. Donc ouais, cette invention en tant que telle, c'est cool. Mais malheureusement, pour moi, ça a été entré dans une spirale de où c'est plus devenu une monnaie, c'est devenu comment devenir riche. Et on va tous devenir riches avec ça. Mais c'était pas ça le projet de base. Satoshi Nakamoto, son objectif, c'était pas on va créer de la richesse. Le but, c'était on va créer un système qui fait de minage de coins. Tu peux envoyer des coins et puis voilà. Donc le projet en tant que tel est très intéressant. Mais ce que c'est devenu, malheureusement, c'est pas quelque chose ouais. qui me fait triper. C'est devenu une obligation, c'est devenu un actif pire que les autres actifs parce que justement le fait qu'il y ait des zones grises, qu'il n'y ait pas forcément il y a pas de structure derrière, il n'y a pas vraiment de créateur authentifié, il n'y a pas vraiment de cadre légal où ça c'est un peu partout et que c'est contrôlable par personne. Ça a amplifié tous les aspects spéculatifs qu'il y avait sur la bourse, mais qui étaient assez régulé quand même. Et c'est devenu un terrain de jeu pour les mecs qui veulent jouer, qui veulent parier leur argent, tu vois. Donc ouais, il y a il y a vraiment deux types de configurations. C'est soit une avancée technologique monétaire, soit c'est un outil spéculatif, très spéculatif, où le but c'est de devenir riche. Et je pense que les pros Bitcoin, ils essayent d'avoir, oui, mais l'un n'empêche pas l'autre. Moi, je vois pas comment l'un n'empêche pas l'autre. C'est soit ça, soit ça. Mm. Une monnaie ne peut pas être un investissement. Et un investissement ne peut pas être une monnaie. Une monnaie, c'est censé être stable. C'est pas censé, t'es pas censé te réveiller un matin et ça vaut 60 000 et le lendemain ça vaut 5 000. Tu vois. C'est pas ça pour moi Ouais. une monnaie dans laquelle je ferai confiance pour mettre mon patrimoine dessus, si je veux le cacher aux yeux de l'État ou d'un système, etc. Tu vois. Donc, quand tu regardes l'or, par exemple, l'or n'a jamais été une monnaie et un investissement en même temps. Ça a été, à des périodes de l'histoire, l'un ou l'autre. L'or, quand c'était un système d'échange, c'était pas un investissement. C'est-à-dire que les gens, ils accumulaient pas de l'or en espérant que ça augmente en valeur. Pour eux, c'était une monnaie, c'était une pièce en or, comme nous, les euros, tu vois. De la même manière que là, toi, t'accumules pas des dollars et des euros en disant, ouais, mais ça va exploser. T'accumules des euros et de l'euro en tant que monnaie pour pouvoir acheter des trucs. Et là, le Bitcoin, c'est pareil. C'est quoi? C'est un investissement ou c'est une monnaie? Parce que les deux en même temps, c'est pas possible. Les deux en même Ouais. temps, c'est pas possible. C'est exactement le point de un très bon livre là, qui s'appelle Bitcoin, Revolution or Bubble, Ouais. Révolution ou bulle. Et le mec il dit clairement que
Ben, aujourd'hui, en fait, on s'est complètement détourné du but initial de Satoshi, qui était de faire une Ouais. monnaie. Et aujourd'hui, quand tu as des gens qui sont à la fois fans de Satoshi Nakamoto, qui disent que c'est une monnaie, mais qu'en même temps, ils te disent trop bien, le Bitcoin a augmenté, a pris 20%, a pris 30%, il y a un truc qui va clairement pas, c'est que tu peux pas dire que c'est une monnaie et à la fois prier pour que ça monte et que ça soit en fait volatile. Donc ouais, ça c'est exactement le point. Et ça, j'étais assez d'accord avec l'écrivain Si tu veux que ça avec soit l'auteur une dans le monnaie, livre il faut et avec toi. si Ouais, tu veux que ça soit une monnaie, il faut que tu détestes le fait que ça monte et que ça baisse. faut détester la volatilité, ouais, clairement. T'imagines, toi, tu as des euros un jour. Enfin, nous, on a l'inflation. Mais l'inflation, c'est censé être assez limité. Donc, globalement, c'est 2% par an. Et tu l'anticipes. Tu dis, OK, 2% par an, j'arrive à anticiper. L'inflation du Bitcoin, pas l'inflation en termes de coin disponible, mais plus l'inflation sur le prix ou la déflation, tu peux pas l'anticiper. C'est-à-dire, tu te réveilles un matin, tu peux pas, toi, t'endormir avec 100 000 euros sur ton compte. Et surprise, le lendemain, bah, tes 100 000 euros, bah, la veille, tu pouvais acheter une voiture, bah, maintenant, tu peux acheter que 3 baguettes. Enfin, c'est Ouais, pas une monnaie dans le sens où tu peux pas être tranquille comme ça. Et donc, il y a ce côté double, le cul entre deux chaises où il sait pas trop qu'est-ce qu'il veut être, qui fait que, bah, qu'est-ce que tu veux que j'y fasse en termes de monnaie, moi, ça m'intéresse de pouvoir parquer un peu d'argent à l'abri, mais je peux pas le faire parce que j'ai pas confiance ou dans la volatilité. Et en investissement, moi, ça m'intéresse aussi d'investir, mais dans quoi t'investis? Enfin, dans le sens où on essaye de lui fabriquer des fondamentaux, où on va dire qu'il y a des fondamentaux, mais ultimement, c'est la volonté populaire qui dicte ce que ça vaut un Bitcoin. Enfin ouais. là, avec ce qui s'est passé avec la Silicon Valley Bank, là, le Bitcoin, il avait atteint hier les 26 000 dollars alors qu'il était à 20 000 dollars, genre là, il y a 2 semaines, tu vois ce que je veux dire? Je sais pas pourquoi je serais prêt à investir dans un truc aussi volatile et aussi difficile à anticiper. La volatilité est Ouais. difficile à anticiper. Ok, Donc c'était ça très clair en c'est tout ça cas. mon problème avec les cryptos. D'ailleurs, pour Ouais, revenir au très biais de clair. confirmation, j'ai fait 2 vidéos sur les cryptos et à chaque fois c'était, j'ai lu beaucoup de contenu sur le Bitcoin justement, pro Bitcoin. J'ai acheté je sais pas si tu as le livre là, de Bitcoin Standard. Le white paper? Non, c'est un livre, qui s'appelle le Bitcoin Ah, d'accord, Standard. Bitcoin. Ouais, ok. Ok, je vois, ouais. C'est un peu la bible de tout celui qui veut rentrer dans le Bitcoin. Bah, pour faire mes vidéos, bah, j'ai lu ce livre. Donc, tu vois, ça m'a exposé directement aux arguments de pourquoi c'est génial, tu vois. Ouais, ouais, ok. Ok, mais t'as pas été convaincu, même en lisant ce livre. Ok, bah, très clair. En tout cas, moi, j'avais beaucoup de questions Il y a des sur, dérives sectaires aussi, mais après, ça, c'est autre chose. ouais, ouais, il y a des dérives sectaires. J'imagine que tu as eu aussi pas mal de commentaires sur toutes tes vidéos. En tout cas, c'est là où ça a été les vidéos, je pense, les plus polémiques de ta chaîne, non? Ouais, ouais, je pense. Enfin, moi, j'ai pas de. Moi, ça m'éclate en fait de faire des vidéos comme ça ou même parfois de tweeter sur des sujets comme ça parce que c'est ce qui crée c'est ce qui crée de l'engagement et de la discussion, tu vois. Donc ça me Ouais. dérange pas. Toi, Cette t'avais des série cryptos, je d'interviews, crois. T'investis ouais, dans moi des cryptos. j'ai un petit peu moins. C'est-à-dire que je me dis, je suis pas le plus intelligent de la planète, tu vois, un petit peu comme Mhm. marché efficient. J'ai pas forcément plus d'infos que les autres. Du coup, c'est peut-être une classe. Alors moi, je vois vraiment ça comme un investissement. Par contre, c'est vraiment un investissement pour moi. C'est pas du tout une monnaie. Et du coup, j'ai un peu de crypto, tu vois, moins de 5% du portefeuille. Mhm. C'est comme ça que je le vois. C'est par souci de diversification et se dire voilà, peut-être que ça va augmenter, peut-être pas, je sais pas. Et j'ai pas plus d'infos que d'autres. Donc je me positionne. J'ai un profil assez offensif. Donc voilà, j'ai mis un petit peu, quoi. Mais vraiment, c'est pas beaucoup dans le patrimoine. Et l'objectif, c'est quoi? C'est de vendre à partir quand ça atteint un certain palier ou c'est Ouais, concrètement. c'est de faire un rééquilibrage annuel. C'est-à-dire que si ça a monté, ben, je vais en vendre une partie pour garder Mhm. 5%. Et si ça a baissé, j'ai peut-être aussi renforcé un peu. Après, à terme, j'ai pas plus d'objectifs que ça. C'est voué à pas dépasser les 5%, Mhm. à prendre des gains si ça dépasse les 5. Après, Mhm. voilà, pour l'instant, c'est juste une petite partie du portefeuille, ouais. Est-ce qu'il y a un moment où tu pourrais te dire c'est de la merde ou au contraire c'est le futur et en fait fuck les ETF, fuck les actions, c'est du crypto l'investissement. Non, jamais. Non, jamais, c'est pas Ok, possible. et dans le cas inverse, est-ce qu'il y a un moment où, genre là, si tout se crache à zéro, est-ce que t'en tires une conclusion ou c'est juste que ça s'est craché et on reprendra comme c'était avant? Oui, peut-être que j'en tirerai une conclusion et que je me dirais bon, ça a peut-être été encore
une bulle spéculative comme une autre, et puis je l'aurais vécu un peu enfin, sur la durée, quoi. Mais c'est pour ça, hein, c'est peut-être aussi une énorme bulle. Enfin, ça a été une bulle, ça c'est clair. C'est monté à 70, c'est tombé à 15, donc clairement, on peut dire que ça a été une bulle à un moment donné. Après, c'est possible qu'à un moment donné, je m'en sépare. En tout cas, c'est pas possible qu'à un moment donné, ça représente plus de 5% de mon portefeuille. Je suis trop. En plus, c'est pas un actif, c'est pas un réel actif productif. Tu vois ce que je veux dire? Donc pour Tu moi, déjà parlais de sur base, les... Ouais. Vas-y, pardon. Tu parlais des biais tout à l'heure. Du coup, ma question, c'est est-ce que t'as pas un peu le biais du FOMO là? Bah alors c'est possible. C'est possible. Après, tu pourrais aussi trouver un biais ou je sais pas, un biais de confirmation qui te dirait que il faut pas investir et en fait tu sais pas réellement sans biais, tu sais pas qu'est-ce que tu ferais réellement. Donc moi je trouve que Hmm. l'approche de dire justement je sais pas trop et je réserve une toute petite partie du patrimoine, c'est une Ouais. approche moi qui me paraît assez sensée. Tu vois. Après je me trompe peut-être. En tout Non, cas plus de non, je pense pas. 5%, je pense que Je pense pas. ouais, je pense que c'est pas pertinent. Tu vois. Ok. Et moi Ok. je suis assez Ça paraît clair. comme beaucoup d'investisseurs, tu vois, comme Paramès, comme Buffett aussi, j'aime les actifs qui sont productifs. Tout ce qui est or, crypto, métaux, c'est-à-dire que il n'y a pas de sous-jacent, il n'y a pas de bénéfices créés d'année en année comme des actions, tu vois. Ouais. Et donc Ouais. forcément, de base, on a ce fondamental, cette valeur fondamentale qui manque. Cette valeur, alors peut-être ça a des fondamentaux ailleurs, j'en sais rien, mais en tout cas, il n'y a pas le fondamental de production de valeur Ouais. ajoutée comme une action. Et ça, forcément, ça me fait dire que ça doit pas représenter une grosse partie de ton patrimoine. Ouais, je pense que c'est la bonne mentalité à avoir, ouais. Bon, on est assez d'accord finalement. Comme beaucoup de choses, on est au final beaucoup Ouais. d'accord sur beaucoup de points. Ouais, oui. J'avais une dernière question pour toi, Seb. Cette série d'interviews, elle se nomme Secret d'investisseur. Du coup, j'ai une question à poser et que je poserai d'ailleurs à chaque invité. Quel est selon toi ton propre secret d'investisseur qui te permet d'être un investisseur gagnant? Quel est le coup barre secret, s'il existe? Pas un secret dans le sens où je suis pas un Peter Lynch ou un Graham avec son secret qui va écrire un bouquin pour révéler sa sauce secrète, tu vois, mais c'est plus un petit conseil qui m'a aidé jusqu'à maintenant. Ouais, C'est faire le mort le plus longtemps possible. ouais. C'est la stratégie C'est du mort. la fameuse C'est stat, avec le... on sait pas forcément si c'est vrai, mais comme quoi les morts surperformeraient enfin, pas le marché, mais Ouais. surperformeraient les autres investisseurs trop actifs en Ouais, tout cas. c'est vraiment limiter au maximum mon interaction avec mes investissements. C'est je fais un truc Ok, et voilà, c'est vraiment si je dois vendre un truc, c'est vraiment si c'est passé un truc exceptionnel, tu vois. Mais c'est pas genre ok, j'achète un truc et 3 semaines je le vends parce que j'ai changé d'avis ou quoi, tu vois. C'est parce que c'est ça en fait qui tue. Même que que ça soit passif ou actif, tu vois. Que t'es là, même si que ça soit des actions ou des ETF. Alors que tes ETF, tu t'achètes un ETF, puis après tu le revends, puis tu vas sur du leverage ETF. Enfin, c'est contre-productif et ça, c'est ça qui pénalise en fait. Donc pour moi, ouais. c'est faire le mort le plus longtemps possible. Être passif en fait, finalement le plus possible. Être passif, ouais. En fait, je suis Ok, un investisseur passif. bah ouais, clairement. Si tu réfléchis d'un angle différent, je suis un investisseur passif. Ouais. Je suis plus T'es passif actif qu'un simplement dans ETF la. d'ailleurs. Parce qu'un ETF, il pondère tout le temps en fonction de l'indice qui suit, tu vois. Hmm. Je suis plus passif Fais qu'un des ETF. rotations. Je Ouais, fais des ouais, ouais. rotations. Ouais, ouais. T'es juste actif dans la sélection, mais après tu fais le mort. Ouais. Ok, très C'est bien. ça, Ben, ça serait ça mon entre guillemets secret le coup barre de mon secret, côté. Coup barre secret pour l'investissement, ouais. faire le mort. Finalement, il y a Faire le beaucoup mort. d'animaux qui font ça pour survivre. Voilà, c'est peut-être Ouais, mais là, c'est inspiré pas de. pour survivre. Là, c'est plus pour. C'est pas une question de survie, c'est plus pour s'épanouir, tu vois, dans le sens C'est une question boursier. de. Non, non, mais c'était juste pour faire l'analogie, tu vois. Ouais. Ok. Bon, ben merci beaucoup, Seb. C'était un plaisir de te recevoir aujourd'hui. Merci à toi. Juste, Mathieu, petite question encore. Dernière Vas-y. question. T'as dit que cette question-là, tu allais la poser à tous tes intervenants. Ouais, Mais du coup, personne n'aura la chance de te la poser, vu que ça sera ouais. tout le temps toi qui la poses. Sauf si tu m'interviews sur ta chaîne ou si tu me la poses maintenant, c'est ça? Est-ce que tu veux que je te la pose maintenant? Ah, c'est toi qui vois. Ou est-ce que tu as prévu, toi, de faire des interviews un jour ou de faire des choses comme ça ou pas du tout? De m'inviter en plus. Sinon c'est une bonne occasion. C'est pas dans mes plans dans l'immédiat. Eh ben, tu peux me la poser. Alors, je te pose la question, Mathieu. Quel est ton secret, la secret sauce de Mathieu? Secret sauce. Ben, moi, j'aime bien ton secret. J'aime beaucoup Mhm. ton secret même.
T'as parce pas le droit de le voler, que par contre. non, Même tous les autres intervenants, quand ils vont si un intervenant te dit ça, tu lui dis il est déjà copyrighté, tu dois en donner un autre. Yes. Non, j'allais justement en donner un autre. C'était simplement pour dire que j'aimais bien le tien. Moi, Merci. celui que je donnerais, moi, enfin, mon secret un peu, c'est d'adopter une certaine humilité sur les marchés. C'est un petit peu ce que je disais en crypto. Mais souvent, la bonne réponse quand tu investis, c'est de dire, ben, en fait, je sais pas. Je sais pas. Ouais. Et donc, c'est un petit peu aussi à la base de l'investissement passif en ETF. C'est, ben, je sais pas. Je sais pas plus qu'un autre. Je suis pas forcément plus intelligent qu'un autre. Je vois pas pourquoi j'arriverais à sélectionner mes actions mieux que les pros qui, eux, n'y arrivent pas. Et du coup, comme je sais pas faire, bah, j'adopte une stratégie d'investissement large, diversifiée avec des ETF. Et en plus, sur le long terme, j'ai une très grande probabilité de me retrouver dans le top 10, voire 5% des investisseurs. Donc ouais, moi, je dirais d'adopter une certaine humilité pour être un bon investisseur. Ouais. Ça me paraît clair et ça paraît très pertinent aussi. Ok, Parce que l'arrogance coûte cher en bourse. clairement. L'arrogance, la surconfiance, ça peut coûter très cher. Eh bien, merci beaucoup, Seb. C'était un plaisir. Merci à toi, Mathieu, de m'avoir invité et c'est un honneur d'être le premier qui initie ce nouveau format, Secret d'investisseur. Je te souhaite bon courage avec ce format et je suis sûr que ça va cartonner et j'ai hâte de voir qui tu vas les inviter et je suis sûr que ça va aller de plus en plus qualitatif. Ça va être de plus en plus qualitatif en termes d'invités. Non, mais il faut dire quand même que le premier était... Dans un an, sur la chaîne, il y aura Warren Buffett. Non, le Hello, premier Mr. Buffett. invité était très qualitatif je sais pas si on va réussir à faire mieux, mais Merci. en tout cas, ouais, le but c'est d'inviter aussi des gestionnaires de fonds, des gens qui sont dans l'industrie financière, des gens qui gèrent les ETF aussi, pourquoi pas des gérants de SCPI aussi en immobilier, d'inviter tout un tas d'investisseurs, même des économistes, pourquoi pas aussi, et de pouvoir discuter avec eux et d'avoir un petit peu à chaque fois le nectar de leur pensée sur leur domaine d'expertise. Voilà. En tout cas, merci beaucoup, Seb. C'est clair. Et Bon courage. ceux qui sont intéressés par le travail de Sébastien, moi je vous recommande vivement. C'est de grande qualité, des vidéos qui sont très travaillées, qui sont sur l'investissement long terme. On est franchement d'accord à 99% sur tous les points et il est très transparent, donc n'hésitez pas à aller le voir. Sébastien Coubard. Je pense que comme tu es plus connu, la majorité te connaîtront déjà, mais ceux qui le connaissent pas, moi je vous invite vraiment à jeter un œil à ce que fait Seb, qui est aussi entrepreneur. Tu as aussi un site qui s'appelle Morning pour suivre un peu les invests, pour sélectionner ses actions à dividendes, mais aussi ses ETF, tout un tas de choses pour tout investisseur en bourse, avec un très bon forum aussi de discussion. Donc voilà, bravo pour ta chaîne, bravo franchement pour tes vidéos et même pour Morning aussi du coup qui est très très qualitatif tout ça. Ouais, merci Mathieu, merci beaucoup. Ça fait plaisir. Et ben à la prochaine, Seb. Écoute, je te souhaite une bonne semaine, Mathieu. Ciao. Voilà, donc nous arrivons à la fin de cette passionnante interview avec Sébastien Coubard. J'ai adoré discuter avec lui. Je suis très content de l'avoir reçu comme premier invité de cette série Secret d'investisseurs. Donc si vous aussi vous avez apprécié cette conversation, n'hésitez pas à me proposer de nouveaux invités en laissant un commentaire sous la vidéo. Dites-moi aussi si le format vous plaît. Vos suggestions sont précieuses pour continuer à vous offrir du contenu de qualité. N'oubliez pas de laisser aussi un petit j'aime pour soutenir la vidéo et de la partager à vos amis, à votre famille pour qu'ils puissent également bénéficier des précieux conseils de Sébastien. Soyez présents lors des prochaines interviews de cette série et si ce n'est pas déjà fait, abonnez-vous à ma chaîne pour ne manquer aucune de mes vidéos à venir. Merci beaucoup pour votre soutien et à très bientôt pour de nouveaux secrets d'investisseurs.